Aya Nakamura ne parle pas français, elle ne représente pas la France. On comprend pas ce qu'elle raconte dans ses chansons. Ce discours-là, on l'entend tout le temps, et pourtant, Aya est bien la chanteuse française la plus écoutée à l'échelle internationale. Dites-vous que je suis allée une seule fois aux États-Unis dans ma vie. Le gars au guichet, à l'hôtel, m'a demandé d'où je venais. Quand je lui ai répondu France, il m'a directement répondu Aya Nakamura. Et il s'est mis à chanter Jaja. Jaja. J'étais clouée. Le fait qu'il associe directement la France à Aya Nakamura. Il m'a pas dit les clichés. Aux baguettes, au oui le vin. Non, le premier truc auquel il a pensé, c'est Aya Nakamura. Alors qu'apparemment, elle ne représente pas la France. Alors le sujet de la vidéo n'est pas de savoir si j'aime ou non les chansons d'Aya Nakamura, c'est pas le propos, et vous avez parfaitement le droit de ne pas aimer sa musique. Ici, l'approche, comme d'habitude, va être purement linguistique. On va réfléchir ensemble à ce que c'est que le français, la sacro-sainte langue française, et on se penchera sur certains textes d'Aya Nakamura, et on se posera deux questions. Est-ce que c'est du français ? Et peut-être plus intéressant encore, qu'est-ce qu'Aya Nakamura nous dit de la langue française? Qu'est-ce que tout ce phénomène-là fait ressortir d'un point de vue sociolinguistique? Et quelle que soit la langue que parle Aya Nakamura, elle se trouve forcément sur italki, puisque sur ce site, tu peux apprendre plus de 150 langues, ce qui en fait selon moi une plateforme assez étonnante de diversité. Tu l'avais pas vu venir cette transition. Sur italki, tu peux apprendre l'hindi, l'araméen, mais aussi la langue des signes. Alors bien sûr, si tu veux rester plus classique, tu peux apprendre l'anglais et l'espagnol, il n'y a pas de souci. Mais ce qui fait la particularité de la plateforme et ce qui lui donne vraiment sa plus-value, c'est que la personne qui te donne le cours en face est une personne native. Et la plateforme réunit plus de 30 000 tuteurs et tutrices, donc tu peux même être pointilleux au point de dire « Ok, je veux apprendre le portugais, mais avec une tutrice portugaise, mais je veux aussi qu'elle sache parler français », pour que ce soit plus simple de communiquer. Grâce aux filtres de recherche qui sont hyper pointus, italki te proposera une tutrice portugaise qui parle français. Je trouve ça dingue, un tel niveau de chaussure à son pied. Évidemment, tu peux choisir la date et l'heure, et comme c'est virtuel, ça fait que tu peux bosser d'où tu veux, quand tu veux. Pendant le cours, tu es seul avec ton ou ta tutrice qui se concentre donc uniquement sur toi. C'est un cours particulier, vraiment, durant lequel tu vas pouvoir améliorer tes aptitudes de conversation efficacement, en plus de tout le reste, parce que oui, tu peux aussi choisir de bosser autre chose. La prononciation, la compréhension orale, préparer un examen comme le TOEIC par exemple, ou encore un entretien d'embauche dans une langue étrangère. C'est toi qui choisis dès le départ en fait ce que tu veux bosser et tu payes à la leçon. Pas d'abonnement. Donc si t'es pas satisfait à la première leçon, aucun engagement, tu peux essayer avec quelqu'un d'autre ou ne jamais revenir. Et j'ai une offre pour toi puisqu'en cliquant sur le lien qui est dans la description, avec mon code Athéna, tu peux bénéficier d'un crédit de 5 € pour les 10 premiers euros dépensés sur le site. L'offre est réservée aux 50 premiers utilisateurs. Merci à italki pour cette offre et merci de sponsoriser cette vidéo. Aya Nakamura est une chanteuse franco-malienne née à Bamako. Et sa mère, elle est griotte. Il s'agit de la caste des conteurs traditionnels, des musiciens en Afrique de l'Ouest. Ils sont en quelque sorte les gardiens, les passeurs de la culture orale. Donc Aya, elle baigne dans ce milieu depuis toujours. Mais alors qu'elle est encore toute petite, ses parents quittent le Mali et arrivent en France, à Aulnay-sous-Bois, où Aya grandit. Alors elle commence des études de mode, mais elle se rend compte que ça lui plaît pas tant, et clairement ce qu'elle aime faire, c'est chanter. Alors je vais pas m'apesantir pendant 1000 ans sur sa biographie. Ce qui nous intéresse ici, ce sont ses textes, mais savoir d'où elle vient a quand même son importance, c'est pour ça que j'ai fait cette petite intro. Souvenez-vous juste l'année dernière, au moment où on a commencé à entendre dire qu'Aya Nakamura pourrait chanter au JO, et qu'elle pourrait chanter du Edith Piaf. Souvenez-vous du buzz que ça a fait, et de la violence qu'a engendré la réception de cette rumeur. Alors on a eu le collectif d'extrême droite avec sa banderole clairement raciste, on a eu les tweets d'Éric Zemmour, de Marion Maréchal, et on a eu Marine Le Pen sur France Inter, je la cite. Je vais vous parler de sa tenue, de sa vulgarité, du fait qu'elle ne chante pas français, elle ne chante d'ailleurs pas étranger non plus. Elle chante on ne sait pas quoi. C'est du métissage. Non, c'est pas du métissage, c'est du n'importe quoi. Alors bon, là le discours sous-jacent qui motive ce genre de remarques, on le connaît, ici il est assez explicite. Mais j'aimerais m'arrêter sur cette phrase, elle ne chante pas français. Parce que là, c'est Marine Le Pen qui la prononce, mais c'est une phrase qu'on entend beaucoup de la part des détracteurs d'Aya Nakamura. Et figurez-vous que des linguistes se sont penchés sur la question. Oui. Très sérieusement. Et je vais essayer de vous proposer ici une sorte de synthèse de leur réflexion puisque j'en lis depuis environ 2-3 semaines. Alors déjà, la première chose qui revient, c'est que ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas la signification d'un texte qu'il n'est pas écrit dans notre langue. Comme le dit Maria Candéa, qui est membre du collectif des linguistes atterrés, certes, ces textes ne sont pas toujours spontanément compréhensibles, mais l'opacité n'est pas un bon argument.
Quand un néophyte lit un article scientifique, il y trouvera un grand nombre de mots inconnus. Et pourtant, il s'agit bien de français. Alors là, les plus sceptiques vont me dire « Oui, mais c'est une linguiste atterrée, donc forcément, elle est woke islamo-gaucho. » Alors déjà, je connais pas son positionnement politique, même si je connais son positionnement sur la langue, en effet. Mais surtout, y a Jean Slamovitch qui dit à peu près la même chose, alors que lui, il est plutôt connu pour ses positionnements très conservateurs sur la langue. Il est pas très copain avec l'écriture inclusive et tout ça, quoi. Et pourtant, il dit « Toute langue comprend différentes variantes qui dépendent des générations, des lieux, des groupes sociaux, etc. » De ce point de vue, le français d'Aya Nakamura correspond à une niche sociolinguistique, c'est-à-dire un sociolecte, mais il s'agit bien de français. Et c'est ici le mot sociolecte qui est particulièrement intéressant, puisqu'il permet de comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule manière de parler français. Et même qu'il n'y a pas qu'une seule langue française, mais des langues françaises. D'où le titre de l'ouvrage, Le français n'existe pas, de Houth et Piron. Il n'y a donc pas une langue française, mais des langues françaises, selon notre pays. Le français du Québec est bien du français, personne ne peut le nier, et personne n'irait insulter un Québécois pour sa pratique du français. J'espère que vous allez vraiment vous régaler. De même que le français parlé en Belgique, mais aussi au Congo, au Sénégal, et plein d'autres qui sont des pays dont la langue officielle est le français. Mais tout le monde sera d'accord pour dire également que la façon dont ces personnes parlent le français n'est pas la même que celle des personnes qui parlent français en France hexagonale. Il y a des différences, on peut avoir du mal, et même beaucoup de mal, à comprendre un Québécois. J'ai-tu de l'eau dans la cave avec mes pantalons? Je comprends pas ce que vous dites. Avoir de l'eau dans la cave? De l'eau dans la cave? Et même au sein de la France hexagonale, on ne parle pas le même français dans le Nord qu'à Marseille, en Aquitaine ou en Alsace, donc ça ce sont les dialectes. Et même au sein d'une même région, il y a plein de facteurs qui font qu'on ne parle pas de la même façon. Notre milieu professionnel, notre classe sociale, notre zone géographique, centre-ville, banlieue, campagne, on ne parle pas pareil. Notre âge, un ado ne parle pas comme ses grands-parents, et même potentiellement notre genre. Alors ça fait débat, mais il y a certains linguistes qui affirment que les femmes et les hommes ne s'expriment pas de la même manière. J'ai pas encore creusé le sujet, mais ça pourrait être hyper intéressant. Toutes ces façons différentes de parler sont des sociolectes, autrement dit des variétés de langues propres à un groupe social, à l'exception des spécificités régionales, qui elles sont des dialectes. Aya, elle cumule plusieurs de ces éléments. Elle est une femme, jeune, malienne. Je rappelle quand même qu'elle n'est française que depuis 2021, qui a grandi en Seine-Saint-Denis. Alors oui, clairement, si vous considérez que parler français, c'est parler le français du JT ou du président de la République, dans ce cas, Aya ne parle pas français. Mais dans ce cas, il n'y a pas grand monde qui parle français. Parce que ce français-là, qui est très normé, très académique, est une version, une possibilité de notre langue. Mais ces versions sont multiples. Comme l'explique Christine Polo, qui est docteure en sciences du langage et maîtresse de conférences à l'université Paris-Nanterre, Aya Nakamura chante en français. Peut-être pas celui de ses détracteurs, mais elle s'exprime avec la nouvelle forme de français qui circule dans certains quartiers populaires. Et le français parlé dans les quartiers populaires en Seine-Saint-Denis est le résultat d'un métissage linguistique. Aya Nakamura, elle a grandi dans la cité des 3000, qui est un quartier à Aulnay-sous-Bois, qui est aussi appelé la Rose des Vents, dans lequel il y a un assez grand multiculturalisme. Christine Polo ajoute, Aya Nakamura est baignée dans un milieu multilingue, issu d'un groupe socioculturel mélangeant des cultures diverses, comme tous les habitants des quartiers populaires. Son français, c'est le français de tous ces quartiers. C'est la raison pour laquelle dans ces textes, on trouve du bambara, qui est une langue parlée au Mali, qui est quand même son pays de naissance. C'est le fameux djadja, qui signifie menteur en bambara. Je sais pas combien j'ai vu d'interviews d'Aya Nakamura, dans lesquelles le ou la journaliste lui demande « Ça veut dire quoi, djadja ?» Il y a toujours une sorte de condescendance dans ces questions, on a l'impression que c'est toujours un peu tu l'as inventé ce mot, Aya, tu l'as inventé. » Bah non, c'est du bambara du coup. On trouve aussi du nuchi, qui est de l'argot ivoirien. Quand elle dit par exemple choufé, qui signifie foiré ou encore raté. On trouve du créole, avec le mot bail, mot qui s'est popularisé, celui-ci, beaucoup l'utilisent aujourd'hui, qui signifie un truc, une chose. Mais aussi du romani, avec jo pour gadjo, donc un garçon quoi, et pouki pour poucave, une balance. Ajoutez à ça du verlan, petit peu, des anglicismes, tu dettes ça. Et de l'argot, il y a R. Et là, vous avez le cocktail parfait pour faire un AVC à tous les grands défenseurs de la sacro-sainte langue française. Mais l'argot et les emprunts à d'autres langues, mais ça existe depuis hyper longtemps en musique. Pourquoi on critique l'argot d'Aya, mais pas celui de Renaud? Pourquoi les emprunts au créole et au bambara, ça craint, mais les emprunts à l'anglais dans Formi Formidable sont jugés géniaux? Alors évidemment, qu'entre Aya Nakamura et Charles Aznavour, il y a un fossé,
parce qu'ils font des choses très différentes. Aznavour est un grand artiste qui a fait des chansons à texte. Il est aujourd'hui considéré comme un véritable poète. Il y avait une réelle recherche dans les textes, qui n'est pas le cas d'Aya Nakamura, mais elle ne le souhaite pas. Ce n'est pas son intention. Les thématiques qu'elle aborde sont beaucoup plus légères, on va dire. Mais l'exemple de Formidable est assez intéressant parce que cette chanson-là, c'est pas du tout une chanson à texte. Regardez les paroles, hein. C'est très léger, c'est très répétitif. My Daisy, Daisy, Daisy désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau, darling. I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. Ah, you are the one for me, for me, for me, formidable. Mais c'est chantant, c'est entraînant, et surtout il y a des jeux sur les sons, il y a des jeux d'homophonie qui sont très sympas à l'oreille. Et finalement, c'est peut-être ça qui intéresse Aya Nakamura. Et le fait qu'elle reprenne cette chanson d'Aznavour J.O. n'est évidemment pas un hasard. Et c'était même très malin, je trouve, de reprendre cette chanson-là. Quand on entend Aya chanter « Allez choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton os, tes lips adorables, tu n'as pas compris. Tant pis, ne t'en fais pas et viens dans mes bras. » Bah, c'est un magnifique pied de nez à toutes les personnes qui critiquent sa pratique de la langue. Et aussi une façon d'enterrer la hache de guerre, finalement. Donc vraiment, j'ai trouvé ça très malin. Ensuite, il y a aussi la syntaxe qui peut être bouleversée. Quand elle dit « il veut câlin, donne-moi douceur, il me voulait cadeau ». Alors là, c'est davantage pour des questions rythmiques, c'est-à-dire que c'est purement musical. Je doute qu'Aya Nakamura dise « il me voulait cadeau » dans la vraie vie. C'est vraiment dans le cadre de la chanson, pour que ça sonne bien. Et ça, ça existe depuis la nuit des temps en poésie, et on appelle ça une licence poétique. Aurore Vincenti, autrice et linguiste, en donne une définition que j'aime bien, qui est très claire. Elle dit « c'est la liberté prise à l'égard des règles », ce qui signifie qu'on peut transgresser des règles grammaticales, par exemple, pour des raisons phonétiques ou stylistiques. Les poètes l'ont toujours fait, les chanteurs et les chanteuses aussi. Dites-vous que les poètes enlevaient même parfois le « e » à la fin de « encore » pour que ça rentre dans le vers, pour enlever une syllabe quand il y en avait une de trop. Par exemple, Baudelaire, dans Parfum exotique, « Guidé par ton odeur vers de charmants climats, je vois un port rempli de vagues et de mâts, encore tout fatigué par la vague marine. » Bah là encore, il a jarté le « e » pour que ça fasse bien alexandrin. Alors vous allez me dire, mais il aurait pu garder le « e » et enlever le « tout ». Encore fatigué par la vague marine, ça marche. Mais non, il a préféré enlever une lettre. Et ça, ça se faisait beaucoup. Ils sont littéralement en train d'écorcher l'orthographe d'un mot, là. Mais c'est comme ça. Des licences poétiques, il y en a partout et tout le temps, en musique et en poésie. Renaud a quand même dit « Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. » Alors c'est voulu, évidemment, mais c'est un bel exemple de licence poétique. En fait, on en vient à se demander si les gens qui critiquent ces textes aiment vraiment la langue française. Et dans ce cas, s'ils aiment vraiment cette langue française extrêmement normée, j'espère qu'ils critiquent avec autant d'ardeur Renaud, Aznavour, Gainsbourg, Dutronc. Mais on sait bien que non. Alors Aya Nakamura a une explication. Elle a déjà dit que selon elle, on s'acharnait sur elle parce qu'elle est une femme. Elle explique qu'il y a une tonne de rappeurs qui malmènent la langue française, et pourtant il n'y a pas cet acharnement sur eux. Alors quand j'ai entendu ça, j'ai réfléchi si j'avais en tête des artistes masculins qui auraient subi les mêmes moqueries. Au sujet de la langue, hein, attention, et j'ai pas trouvé. Dites-moi en commentaire si vous avez des exemples. On entend des moqueries sur Jul, oui, mais c'est pas tant le fait de maltraiter la langue française qui lui est reproché, mais plutôt le fond de ses textes, pas la forme quoi. Donc c'est pas exactement pareil. En revanche, la seule autre artiste qui m'est venue en tête, qui a subi un véritable acharnement glottophobe de la sorte, c'est Weshden, avec son « Tu hors de ma vue ». Elle a gagné tellement d'argent grâce aux haters, je pense qu'elle les adore. Donc, son genre, c'est une première piste, mais il y a une deuxième piste qu'on retrouve évidemment beaucoup, c'est le racisme et le classisme. Et je vous cite un extrait d'un article de Corinne Mancé-Caster, professeure de linguistique hispanique et romane à la Sorbonne. Elle dit « La mauvaise foi ou méconnaissance de Reconquête et leurs semblables est flagrante. Or, ce sont les mêmes qui quémandent des bulletins de vote au moment des urnes en Outre-mer et qui ont la nostalgie de la colonisation triomphante. Le français féconde les autres langues et est fécondé en retour. Aya Nakamura ne chante pas moins en français que les autres, sauf qu'elle n'a peut-être pas la bonne couleur et se voit d'emblée assignée au monde de la cité. Que se cache-t-il donc derrière ce rejet entre racisme et classisme ? La question qui se pose là, c'est peut-on être à la fois nostalgique de la colonisation et regretter que la langue française soit fécondée par des apports venus de terres qu'on a colonisées ? Bah non. Et vraiment, si vous faites partie des gens qui critiquent le français d'Aya Nakamura, je parle pas du fait de ne pas aimer ses musiques, je vous invite à réécouter vraiment les textes des artistes que vous aimez.
et à vous demander si vraiment ils respectent parfaitement cette langue française normée. Et vous allez remarquer une tonne d'écart, une tonne de licences poétiques. Alors maintenant, si quand l'artiste est blanc et bourgeois, on appelle ça une licence poétique, et quand l'artiste est noir et ou issu des cités, c'est du massacre de la langue, bon bah là, faut peut-être se poser des questions. Alors après, on peut ne pas aimer les chansons d'Aya Nakamura, on peut ne pas aimer sa musique, on peut ne pas aimer son personnage également. Mais dire qu'elle chante pas français, bah, c'est franchement la preuve d'une grande méconnaissance de la langue française. Et en tout cas, s'il y a bien une chose qu'Aya Nakamura nous dit de la langue française, c'est qu'elle est fortement identitaire et que jouer avec elle nous expose à des risques. La langue, elle touche presque à quelque chose de sacré. Il faudrait que je fasse une vidéo entière sur le sujet parce que c'est passionnant et d'ailleurs j'en parle assez souvent dans mes vidéos. Mais la langue est un marqueur social très fort et toute différence avec une norme nous expose au rejet. C'est ça qu'il faut questionner. Mais en tout cas, le phénomène Aya Nakamura nous permet de mettre ça en évidence. On rejette ce que l'on ne comprend pas. Alors que je sais pas, si vous comprenez pas une expression, vous braquez pas. Je comprends pas le truc d'être en mode c'est nul, j'ai pas compris donc c'est que c'est pas français. Gros bébé qui pleure vraiment. Mais c'est pas grave. Cherchez, apprenez, y a pas de honte à faire des recherches. Et si jamais ça vous intéresse pas, bah passez votre chemin, y a aucun problème. C'est pas obligatoire de s'intéresser au sujet. Hein. Mais dans ce cas, bah on n'insulte pas les gens et on les prend pas de haut. Quand c'est nous-mêmes les ignorants. J'ai vraiment l'impression de rabâcher des évidences, hein, mais quand je vois toute la glottophobie qui règne de façon générale, même envers les gens qui font des fautes ou quoi, bah je me dis qu'il y a encore vachement de boulot en fait. J'ai d'ailleurs fait il y a quelques mois une vidéo sur la glottophobie qui va apparaître à l'écran. Donc si toi aussi tu veux lutter contre la discrimination linguistique et si tu as bien compris qu'une langue vivante est vouée à changer, eh ben abonne-toi. Et puis like, commente, partage pour booster mon travail. Tu serais vraiment une tortilla de patatas. Donc un des trucs les plus délicieux sur cette planète si tu le faisais. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Bisous.